Ok, alors on va voir une sikha maintenant sur Parashat Vaïgash, Chelek Aleph. C'est marqué sur le pasouk Vaïgash et la Yehuda. C'est le début de la paracha. Chamim disent dans le Midrash Rabbah que chez Begisha Zou, les Yosef, Aya Yehuda Mukhan Lakol. Que lorsque Yehuda s'est approché devant son frère Yosef, il ne savait pas encore c'était Yosef, il s'engage, il est prêt à lutter, à se battre contre lui pour qu'il libère en particulier son jeune frère Binyamin. Au début de la paracha, il était prêt même à la guerre, dit le Midrash. Madoua siken atzmo Yehuda bemida kazo. Alors, qu'est-ce qui a poussé Yehuda à se mettre tellement en danger? Tu vas, c'est comme, je sais pas, tu vas voir un des présidents de la République d'une grande puissance, et tu vas, et tu es prêt à tout face à lui, tu es prêt à la guerre. Pourquoi tu te mets tellement en danger? Alors, ok, c'est pour sauver ton frère, mais à ce point, est-ce que tu vas prendre, je sais pas, trouve quelque chose de diplomatique, tu es prêt à la guerre pour ça? Alors, le passage qui continue, c'est ce que dit Yehuda, il dit qui avdecha arev et ana. Ton serviteur, c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire Yehuda, c'est Yehuda qui parle, je me suis porté garant pour l'enfant, pour le jeune homme, pour Binyamin. Et fichar ayamukhan gam la milchama. La raison, nous disent les Rachamim, pourquoi il était prêt à se mettre en guerre, il était prêt au combat, c'est parce qu'il voulait se porter, parce qu'il s'était porté garant. Et quand tu te portes garant, ben, tu es garant jusqu'au bout. En tout cas, c'était le cas de Yehuda. Nechon amnam, chez Yehuda, alors, pardon, il y a une question d'abord qui se pose, Ketzad ze aya mukhan Yehuda leilachem be Yosef, besha chez Yehuda ve'echav me'avim mispar katan. Ve Yosef, ou shalit chez le maroto netuna kol Mitzrayim. Il faut comprendre. Attention, ils ne sont qu'une petite poignée d'hommes, c'est Yehuda et ses frères, face à Yosef, mais Yosef, c'est toute l'armée d'Égypte qui est derrière. Nechon amnam, chez Yehuda aya gibor, c'est vrai qu'il était puissant, Yehuda, aval Yosef, ou banavayu, avec Gvorim Yoter. On dit que en face de Yehuda, Yosef aussi était très puissant, ses fils aussi étaient très forts. Comme c'est marqué dans le Midrash, il y a plusieurs Midrashim qui racontent la force de Ménaché, etc. Qui fiche chez Mesupar, le Midrash, chez Yehuda, Raka beraglav, ou Ketotsat Mikar, Izdaza Kol Eretz Mitzrayim. Ce fameux Midrash qui dit que quand il a tapé du pied comme ça a fait trembler tout le palais, toute la terre des Égyptes. Vous voyez, bon, il y a des détails même qui sont assez sympathiques, comment ses yeux sont devenus rouges, etc. Les poils de son torse sont sortis comme des pics, etc. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Gila, Gam Yosef, Gvourakazou. Yosef a la même chose. Ils se sont retrouvés nez à nez, un combat de titans. Ad-Shehamar Yehuda, Ze Gibor Mimeni. Yehuda, il a compris qu'il est plus fort que moi. Erze Efo Ayamukhane Ilachem Negdam. Alors s'il a compris qu'il était plus fort et qu'en plus de ça, il y a toute l'armée d'Égypte derrière, ok, ils sont forts, ils sont grands, mais comme ils sont beaucoup plus forts que toi. Alors finalement, pourquoi tu es quand même prêt à la guerre? Pas de sens. Aratam Lekar ou Biglal Aouvda chez Yehuda Natal al Shichmo et Achariyut Leatzig et Binyamin Lifnei Yaakov. En fait, cette force qui venait à Yehuda, c'est parce qu'il avait pris sur lui, il avait pris cette charge sur lui, sur ses épaules, de ramener Binyamin à Yaakov. Étant donné qu'il s'est porté garant, alors, comme il avait dit, qui a Decha Arev et Anahar, Are les Marot Sheshar Echav Nisharim Chaim Veshlemim, Masar Navsho Avur Yeled Echad. Alors, pour un enfant, c'est ça qui est intéressant, parce que il aurait pu dire, bon, ok, on ne ramène pas Binyamin, mais quand même, on est quand même 10 frères. C'est pas si mal, la famille est encore... la majorité de la famille est bien, on va revenir tous en pays de Canaan. Et ok, on aura perdu Binyamin. Il s'était porté garant pour un frère, et pour un seul, il est prêt à tout. Et là, on apprend quelque chose de très fondamental dans l'éducation de nos enfants. Et après, on viendra au problème qu'on a soulevé au début. Bezou aura Moussar Askel, Echol Avaim. En fait, c'est un enseignement très intéressant et très important pour tous les parents. Shakadosh Bokhu itil aleyem et achariyut l'école echad mi yeladim.
Miyal Deyan. Akadosh Baruch Hu, il a donné une responsabilité aux parents pour éduquer chaque enfant. On ne peut pas dire qu'on va en laisser un de côté. Shem Tzrichim Limsor Navsham Afilu Avur Yeled Echad. Et même pour un, on va être capable nous aussi de faire Mesirut Nefesh et de se dépasser, de s'engager complètement, de faire abnégation de soi-même pour n'importe quel de nos enfants, même un seul. Shelo Yira Lo Et Asher Lo Tsarir Likrot Le'el Yehudi. C'est une belle formule pour dire que il n'y arrive pas la formule littérale, c'est pour dire qu'il n'y arrive pas quelque chose qui ne devrait pas arriver à un enfant juif. Validé, Mesirut Nefesh à la Chinu Rabbanim, vers Banot. Lorsqu'on fait Mesirut Nefesh pour nos enfants, garçons et filles, Altarat HaKodesh, pour leur enseigner leur enseigner la Torah. Magim, l'amour Bessium à Parasha, Veifrou, Veirbu, Meod, que ils vont se multiplier, ils vont se fructifier, multiplier beaucoup, ad Meod. Ça veut dire que il y a une grande bracha si on s'occupe de chacun de nos enfants. C'est important de le rappeler, on n'aura jamais fini assez de le rappeler, parce qu'on vit dans un monde où on a tendance à laisser nos enfants de côté, à dire bon, ils sont en train de jouer, et moi sur mon ordinateur, mon téléphone, ils ont leur téléphone, et ils vont apprendre des choses comme ça. Non. Ce qui est demandé, c'est mamash, mais c'est autre nefesh pour chacun de nos enfants, et qu'on prenne du temps, même si on ne doit pas dormir, même si on doit se dépasser financièrement, mais il y a une yann comme ça de les amener, et dans un chinour, Altarat HaKodesh, c'est-à-dire un chinour qui suive évidemment la Torah, les mitzvot et la Kedusha. Alors, à la suite de ça, c'est écrit plutôt vers la fin de la paracha, Vet Yehuda Shalar Lefanav. Au moment où après, on est vraiment à la fin de la paracha, après que Yaakov ait retrouvé Yosef, enfin il n'a pas encore retrouvé Yosef, pardon, mais que les fils de Yaakov se soient reconnus avec Yosef, et qu'ils se soient embrassés, etc., et puis que finalement, ils sont repartis chercher leur père. Alors, c'était comme une résurrection pour Yaakov, et de savoir que Yosef était vivant, et il a décidé effectivement d'aller en Égypte, comme selon l'invitation de Yosef, où ils seront bien, ils vont être nourris, ils vont avoir tout ce qu'il faut, alors que c'était encore des années de famine ailleurs. Eh bien, il prend la décision, au départ, avant de partir, d'envoyer en premier Yehuda. Yehuda est parti, non pas en explorateur, mais il est parti en avance par rapport à ses frères. Et pourquoi Rachid dit, au nom du Midrash, les Taken lo bet Talmud shemisham tetse ora. C'est pour construire en fait une maison d'études d'où va sortir l'enseignement, l'enseignement halachique. Chez Keshetziva, Kadosh Baruch Hu et Yaakov, la Redet le Mitzrayim, Daag Yaakov Tchila, les Fanav, chez Tiena, Sham Yeshivot. En fait, le premier souci de Yaakov, c'est de dire en avance, avant tout, la première chose qu'il s'est soucié, c'est pas de savoir si on va avoir une bonne maison, est-ce que ça va être trop ensoleillé, est-ce qu'il y aura de l'eau à côté, est-ce que ça va être bien, c'est trop près de la ville, est-ce qu'il y a un grand magasin, est-ce qu'il y a un terrain de golf à côté. Non, la première chose qu'il s'est demandé, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir étudier la Torah comme il faut. Il n'y a pas de yeshivot, on va la construire en premier, il faut qu'on construise une synagogue, il faut qu'on fasse un mikvé, il faut qu'on fasse ici, d'après le Midrash, il faut qu'on fasse une yeshiva. Alors, c'est quoi chez Tiena Sham Yeshivot? Les marot Shakadosh Baruch Hu ifticho chez Lavé Auto. Pourtant, Akadosh Baruch Hu lui avait promis que lui-même, Dieu, allait accompagner Yaakov dans cette descente en Ri. Anochi ered imcha Mitzrayma v'anochi elecha gamala. Moi, je vais descendre avec toi et je remonterai moi aussi avec toi. Je te promis que c'est vrai que tu vas descendre en Égypte, tu vas descendre en Galoute, mais la présence divine sera avec toi et elle remontera avec toi. Ishtadel Yaakov le'achin lefanav ben ken yeshiva. Malgré tout,
il a voulu Yehuda, malgré cette promesse divine. Il sait que Dieu sera avec lui. Donc il y aura la présence divine, il y aura la Shrina, mais lui, c'est sa responsabilité d'envoyer d'abord son fils pour construire les yeshivot. Virak az alar le Mitzraïm, ima Kadosh Baruch Hu. Et là, il va avec Kadosh Baruch Hu en Égypte. Mishum chez Ayeshivot en Yesod Kiyum d'Israël. Parce que les yeshivot, c'est le fondement des Bnei Israël. Ayeshivot, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un monde de travail, dans un monde de Chol, un monde qui s'appelle Mitzraïm, encore pire, de Galout. Mais ce qui va maintenir le clan d'Israël dans le Galout, ce qui va lui permettre de tenir, c'est les yeshivot. Même à un niveau particulier, à un niveau individuel. Quelqu'un, il doit travailler, mais il doit avoir aussi un CDR d'études. Si, je parlais tout à l'heure du risque de se faire absorber par son monde du travail. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que les fanables, avant ça, devant lui, en priorité, tu dois mettre ton étude de la Torah. Voilà, ça, on arrive bientôt. Cette semaine, il y avait un grand événement mondial dans le peuple juif, qui est ce qui s'appelle Sioud Bachas. En vérité, le Sioud, c'est le véritable, c'est Shabbat, mais et mercredi, ils ont fait un grand iroir, un grand événement à New York. Il y avait, dans un stade, il y avait 90 000 personnes. Et ça doit être un rizouk pour nous tous. Peut-être de prendre sur soi de faire d'Afayomi, ou en tout cas d'être mitrazek dans l'Imoud Torah. Il faut avoir un seder de Torah, il faut avoir un seder yomi, quotidien. Hein. J'entends, mais chaque jour. Juste montrer le Sion. Oui, mais j'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais. Mon fils était là-bas. Chaque jour d'étudier la Torah, de faire. Alors si c'est pas un daf de Gemara, ça peut être autre chose. Le Rabbi il a dit de faire Chita, c'est-à-dire tous les jours une portion de la paracha. La faire tous les jours cette portion de la paracha. Tous les jours une portion de Teilim, tous les jours une portion de Tanya. Ça c'est la base. Après il a rajouté aussi de faire une portion de Rambam. Donc ça c'est très important déjà de prendre ça. Et après, hein, si on veut, on peut même rajouter d'Afayomi, pourquoi pas, avec plaisir. C'est très bon. Voilà, on va commencer Brachot, allez, on se lance. C'est pas si difficile, il y a des cours sur Internet, il y a des tonnes de cours de Dafayami. On peut en trouver en français, en anglais, dans toutes les langues. Je crois que sur Torah Book, sur chaque DAF, ils ont 3 cours différents. Tu peux choisir le rabbin qui t'intéresse le plus. Et il y en a qui font vite, d'autres qui font long. Mais à part Torah Book, il y a d'autres sites même en français où il y a des shurim avec des rabbanim qui font des shows de Dafayami. On peut le faire aussi avec des Gemarot qui aident, avec des Gemarot traduites dans toutes les langues aussi. On peut trouver, si quelqu'un... Un DAF, ça peut se faire entre une demi-heure et 1 heure, on peut faire un DAF de Gemara. Ça peut être un exemple, mais ça, c'est très important de comprendre qu'avant de descendre dans le Galout, tu fais une yeshiva. Et tu fais une yeshiva à ton niveau, toi, tu ne veux peut-être pas construire une yeshiva, tu vas participer financièrement faire une yeshiva, ça aussi c'est une mitzvah. Mais tu vas faire ta yeshiva à toi, au sens où tu vas être yoshev, tu vas t'asseoir pour l'an 1. D'accord, pour étudier. Ça, c'est l'idée de base. D'ailleurs, au Sion Machas, ils ont mis il y avait un présentateur, il a pris 1 minute, il a arrêté tout, parce qu'il y avait un jeune garçon avec lui qui, à l'âge de 7 ans, si je ne me trompe pas, ils ont trouvé une tumeur au cerveau, le pauvre Valeno. Il a été voir, je pense, le fils de Rav Kranevski pour demander une bracha. Et il lui a dit, étudie la Torah et fais un sioum, et ça t'aidera. Et ce fils, d'une chirurgie à l'autre, il l'a emmené en Floride, des traitements difficiles et faciles, et des difficiles sans arrêt, fatigants. Mais tous les jours, il avait cette triote avec son père, il étudiait un petit peu. Des fois, après une opération, c'était que 5 minutes qu'il pouvait, des fois, c'était plus long. Et voilà, au Sion Machas, il a fini Masechet Brachot à l'âge de 10 ans. Et il a dit comme quoi ça pouvait amener des choses extraordinaires. Pour montrer qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas... C'est ça veut dire, c'est un enfant déjà. Il n'est pas tour d'étudier la Torah, c'est juste la petite de Chino. Mais en plus, il passe par des maladies aussi difficiles que ça. Et pourtant, il arrive à finir une Gemara. C'est-à-dire que nous, on va trouver, malgré nos contraintes et le fait qu'on soit beaucoup pris dans la journée, on peut trouver du temps pour faire ça. On peut s'attacher. Alors, en fait, c'est yeshivot, écoutez bien. Donc, la dernière fois, ce qu'on avait dit, c'est que c'est le Yesod Kiyum Bnei Israël. C'est le fondement même de ce qui maintient les enfants d'Israël. Notre fondement, c'est le Limud Torah.
Et regardez bien, parce que les yeshivot chez Yasad Yaakov Avinu, Itkaimu Bechol Mesher Hazman Shayu Bnei Israël Bemitzraïm. Elles sont pas, c'est pas seulement au début, il a fait une yeshiva, alors quand, voilà, on va apprendre la Torah aux enfants, après maintenant j'en ai dans le monde du travail, et j'ai plus le temps d'étudier. Non, on voit que ces yeshivot, elles ont été là pendant tout le temps de l'Égypte. Ça veut dire que c'est quelque chose, cette notion d'yeshiva, d'être assis pour étudier, ça doit t'accompagner dans tout le temps de ta vie. Il n'y a pas le temps des études et après le temps du travail. C'est sûr qu'il y a des moments dans la vie où on doit plus travailler que d'autres. Il y a des moments, c'est la vie active. Quand on est jeune, on est à l'école, après on est au travail, après on est un peu plus à la retraite, etc. Mais malgré tout, hein, le concept de yeshiva, c'est le concept d'étude, il doit traverser toute la période de l'Égypte, toute la période de la vie. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. C'est sûr que tu as moins de temps pour étudier, mais n'importe quel balabaït, il doit, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit. C'est comme tu as un rive de mettre les tefilines, tu as un rive de faire la tefila, tu as un rive de l'imoda Torah, qui est encore aussi grand, même peut-être plus grand. Alors, ces choses se sont maintenues pendant tout le temps où ils étaient en Mitzrayim. Kemamar Chazal, mi me'em shalavotenu lo parsha yeshiva me'em lo parsha yeshiva me'em. De l'époque des Avot, il n'y a jamais eu un manque de yeshiva. Ayub et Mitzrayim, yeshiva imahem, ils étaient en Égypte. La yeshiva était avec eux. Shenema, l'er v'asafta et zikne Israël. Comme on voit quand Moshe Rabbeinu est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, rassemble les sages d'Israël, les zikne Israël. D'où ils étaient sages? Ils ne sont pas nés sages, ils étaient esclaves une semaine avant, maintenant ils sont devenus sages. D'accord? Alors ils étaient sages parce qu'il y avait des yeshivot, même à l'époque, les plus sombres d'Égypte. Il y avait quand même des gens qui étaient assis et qui étudiaient la Torah et qui se consacraient à la Torah. Alors, c'est pas forcément qu'ils étudiaient non plus toute la journée. Là-bas, on dit c'est Skeni, des autres explications aussi qui ont dit que c'était ceux qui prenaient sur eux justement les souffrances des autres, et ils se faisaient frapper pour les autres, etc. Mais malgré tout, il y a le terme Zikne Israël veut dire des sages, c'est-à-dire des gens qui ont étudié la Torah. Bechol azmanim ou bechol mekomot ba'em ayu bnei Israël afilu begalut Mitzrayim sheita galut kasha meod ayu yeshivot. Dans tous les temps de l'histoire du peuple juif, même en Égypte où c'était un temps très difficile, où l'exil d'Égypte est considéré comme le plus difficile, eh bien, il y a toujours eu des shehad, yashvu velamdu Torah, et là-bas ils étaient assis, ils étudiaient la Torah, sheken ka'amur à yeshivot en yesod kiyumo chez Am Israël, comme on l'a déjà expliqué, que c'est le fondement de l'existence du peuple juif. Alors on arrive au Hod Dalet, page 84. Galut Mitzrayim aïta galut akasha beyoter bekot mikol agaliot. Comme on vient de l'expliquer, hein, la galoute d'Égypte était la plus difficile de toutes les galouillottes, de tous les exils qu'on a connus, c'était lui le plus difficile. Af min la galoute anocharit mikama sibot, même la galoute présente, c'est-à-dire la galoute des Dômes, dont on n'arrête pas de dire qu'on est en train de rentrer dans la Géoula, mais on est en train d'en sortir, donc on a encore un pied dans cette galoute. Eh bien, en tout cas, et qui nous apparaît la pire, on voit qu'il y a eu des moments très très durs dans la galoute Édom, la galoute qu'on vient de rencontrer, enfin, dans ces 2 derniers millénaires, et des moments absolument sombres. Mais les Chachamim nous expliquent que malgré tout, Mitzrayim c'est encore pire. Et ça, il y a plusieurs raisons. C'est que Galut Mitzrayim a été l'ifne Matan Torah. C'est quand on parle de yeshivot, mais tout ça c'était quand même avant Matan Torah. Et avant Matan Torah, c'était pas exactement le même matzah. Et Inki, Gam Azlam du Torah, même si on a dit qu'ils étudiaient la Torah, qui fit chez Mouvan, Bemar Hazal Rabim, où on voit de plein de Chazal, où on voit qu'ils étudient la Torah, même dans ce qu'on a vu avant, Bichlal Amarze, Atzmo, Shel Mimem, Shel Avotenu, Le Parshal Yeshiva Mehem, comme on voit effectivement de ce Chazal qu'on vient de dire qu'à l'époque des Avot, il n'y a jamais eu un moment où il n'y a pas eu de Yeshivot, même en Égypte. Avant, mais Achar, chez la Torah, chez l'Amdou, Aya Bekocham Atzmi, mais cette Torah n'était pas une Torah qui était encore révélée, c'était une Torah qu'ils allaient trouver par eux-mêmes, c'est-à-dire c'était par toute cette recherche, cette méditation, parce qu'ils avaient reçu de Shem et Ever, ce qui s'était transmis, etc. C'était pas encore la Torah qu'on avait reçue directement au Sinaï, donc c'était plus difficile. Et bon, on explique dans le Mamarim de Chassidut que cette Torah, elle te permettait d'arriver à un certain niveau, qui est le niveau, en fin de compte, de ce que tu es, du chorage des créatures. Tu peux arriver jusqu'à l'élévation spirituelle où tu comprends l'homme dans ce qu'il est dans son essence, mais ça ne permettait pas d'aller au-dessus de ça. Donc il y avait une certaine limite, malgré tout, dans la Torah qu'on avait, dans l'étude de la Torah,
qui étaient en Égypte. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est-à-dire qu'ils avaient une Torah, mais qui n'était pas encore une Torah, ils n'avaient pas encore la shlemout de la Torah. Donc en ça faisait que c'était plus difficile. Parce que, c'est vrai qu'on a eu des moments difficiles dans d'autres exils, mais on avait cette sagesse, on avait les enseignements de Moshe Rabbeinu avec nous, on avait les enseignements de tout Tanar, on avait tout ça, on l'avait, tout ce qui s'était passé au premier Beth Amikdash, et toutes ces grandes névoites, et tous ces grands enseignements, et après même dans les derniers Galouyot, on avait toute la Gemara, on avait toute la Mishnah. C'est quelque chose qui permet de tenir, c'est une force beaucoup plus grande que ce qu'ils avaient en Égypte, où ils avaient une spiritualité, mais qui ne touchait pas encore jusqu'au but, au but qui est le contact réel avec Hachem, tel qu'on l'a eu après, grâce à la révélation, proprement parlée, de la Torah de Dieu, qui s'est révélée à nous directement. Deuxièmement, c'était la première galoute. Et en tant que c'était la première galoute, c'était plus difficile à supporter. Pourquoi ? Parce que, comme on voit, quand il arrive quelque chose, une difficulté, un malheur à quelqu'un, Chas v'Shalom, la première fois que ça lui arrive, c'est beaucoup plus difficile que les fois où ça se reproduit, puisqu'il a déjà, en quelque sorte, une certaine expérience de la chose, donc ça le surprend moins, donc c'est moins un choc, etc. Donc il est déjà plus, il est déjà un peu plus paré à recevoir la difficulté. Donc la même chose, les autres galoutes qu'on a connues après, que ce soit la galoute de Bavel, ou de Paras, ou de Madaï, enfin Paras Madaï, ou de Yavan, ou de Edom, malgré tout, on savait déjà la notion de galoute, on savait déjà ce que c'était qu'être exilé. Donc, bien qu'on n'a pas appris d'une manière très facile, c'était extrêmement difficile pour le peuple juif, mais malgré tout, il était déjà plus endurci que ce qu'il était au départ en Égypte. Troisièmement, les Mitzrayim, Ayou, Kol Israël, Yachad Begaluyot, about Tzedaka, Asa, Akadosh Baruch Hu, Be'Israël, chez personne, Lifnei Omar. Il y avait quelque chose qui était plus difficile en Égypte, c'est que tout le peuple juif était au même endroit. Donc il était menacé beaucoup plus dans sa totalité. Alors qu'après ça, il y a la Gemara dans Psachim, elle dit que Akadosh Baruch Hu nous a fait une tzedaka en nous dispersant au milieu des peuples et au milieu des mondes, peut-être même au niveau des continents, comme on l'a dit plus tard. On l'a bien vu au moment de la Shoah. C'est que si on est frappé à un moment, s'il y a une communauté qui est frappée gravement à un moment, il reste encore le clan Israël, il survit grâce à une communauté qui se retrouve ailleurs. D'accord. Parce qu'on a vu effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale où on voit qu'il y avait des communautés entières qui ont disparu, mais d'autres qui ont été moins affectées parce qu'elles étaient justement dans d'autres endroits. Ça, c'est une tzedaka que Akadosh Baruch Hu a fait au clan Israël d'Ilagmara, parce que justement ça nous protège. On retrouve ça aussi dans l'idée que Yaakov il avait partagé son camp en deux à la rencontre des Saves, pour qu'il y en ait un qui soit à l'Ifleta, qui soit éventuellement rescapé si un des deux camps est frappé. Quatrième chose qui fait que Mitzrayim était plus difficile, puisque donc ici en Mitzrayim tout le monde était au même endroit. C'est quoi la quatrième chose ? Mitzrayim Aïta Eres Kasha Meod. C'est une terre très dure. Shafilou Eved Lo Haya Mesugal Livroar Misha. C'est que c'était un système totalitaire très 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 puissant, qui utilisait d'ailleurs de la magie et de la sorcellerie, mais qui fait qu'on dit qu'un Eved ne s'échappait jamais d'Égypte. On a déjà connu ça plus ou moins récemment dans le système communiste de l'URSS, où c'était très difficile de sortir d'Égypte, de Russie. Qui pouvait s'échapper du RSS? C'était très rare, c'était difficile. Comment tu pouvais sortir? Va avoir un permis, il fallait sortir clandestinement, et c'était très compliqué, et en général ça ne marchait pas. Alors en Égypte, c'était encore plus difficile. C'est-à-dire le système totalitaire était tellement grand contrôle que n'importe qu'un esclave, s'il était esclave là-bas, il n'avait absolument aucun espoir de pouvoir en sortir. Donc ça, c'est plus difficile. Ça rajoute une difficulté dans l'Égypte. Donc on a vu 4 choses qui font que l'Égypte était plus difficile. Premièrement, parce que c'était avant Matan Torah. Deuxièmement, parce que c'était la première de tous les Galouyot. Troisièmement, parce que tout le monde était au même endroit. Et quatrièmement, parce que c'était un système très difficile dont on ne sortait pas du tout. Malgré tout, les kolzot, les marot kol akashaim, lo parsa yeshiva mehem, la yeshiva n'a jamais quitté.
Tamid Ayu Yeshivot Ba'em Yeshivot Shelem Torah. On voit qu'il y avait toujours des yeshivot qui étaient là, malgré toutes ces difficultés. Donc le galout le plus extrême, on voit qu'il y a toujours eu l'étude de la Torah. Donc ça aussi, c'est un enseignement encore très fort, c'est que même quand c'est extrême, tout à l'heure tu parlais avant le cours du rabbi de Tush, on sait que lui aussi il a traversé des camps pendant la guerre, et malgré tout, il était toujours soucieux non seulement de faire du chesed aux autres, mais même d'enseigner la Torah. Hein. Et la première chose qu'il faisait, là-bas sur place, il faisait le rabbi de Tush ou d'autres, on voit aussi chez les Chabad, ils avaient le souci dans les camps ou tout de suite à la libération, alors qu'ils étaient encore dans des camps en attente de pouvoir retourner ailleurs, en Europe, ou en Israël, ou aux États-Unis. Ils étaient dans des camps provisoires, des camps de réfugiés. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur place dans des conditions drastiques? Mais ils organisaient des khadarim pour les enfants, tout de suite il fallait enseigner aux enfants, etc. C'est-à-dire, même dans des conditions, si vous voulez, de précarité, de difficulté, de grandes épreuves, ceux qui avaient cette conscience-là, ils enseignaient la Torah, ils étudiaient la Torah, il y avait cette idée que on lâche pas une yeshiva, quelle que soit la situation. Et ça, on l'a appris de l'Égypte. D'accord. Gvar, alors on arrive au haute et, sur page 84, deuxième colonne. Gvar dover pa'amim rabot, she'en ha-Torah chas v'shalom sefer historia. Rabbi, c'est un grand klal, il le répète toujours, c'est déjà marqué dans le Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Il ne faut jamais comprendre la Torah comme un livre d'histoire, même s'il peut y avoir des éléments historiques dedans qui sont contenus, mais ce n'est pas pour nous raconter une histoire. Et là, chez Kol, Inyan, Vesipur, Veafilu, Kol, Och, Batoiro, Me'avim, Ora'a, Lechol Zman, Uchol Makom. En fait, c'est un enseignement éternel qui est contenu dans chaque lettre de la Torah, chaque passage, chaque chose. Tu peux lire n'importe quel Mishnah, tu peux lire n'importe quelle partie du Chumash, ça peut t'enseigner quelque chose. Même si, a priori, c'est quelque chose, une histoire qui s'est passée il y a quelques ans. En revanche, il ne faut pas le lire comme une histoire qui s'est passée. C'est maintenant que ça t'enseigne quelque chose. Et ça t'enseigne quelque chose à toi, dans l'endroit où tu es. Yesh kale atoani she'ata en azman matim lekim yeshiva. Certains disent, c'était surtout vrai, parce qu'on va dire, c'est une sifra qui date déjà d'il y a quelques années, où le monde des yeshivot n'était pas encore développé aux États-Unis comme il l'est maintenant, d'accord. Et même en Israël, c'était pas encore autant que c'est aujourd'hui. Mais il y avait à l'époque des gens qui disaient ça, et il y a encore sûrement des gens qui disent ça aujourd'hui. Ils disaient, on ne sait plus le temps des yeshivot. C'est bien beau de faire des yeshivot, c'est bien beau tout ça, mais il y a une réalité. On est au XXe siècle, on est au XXIe siècle. Et il faut s'adapter au monde moderne. Vous allez encore étudier des traités talmudiques. Là, on parle d'Afayomi. C'est quoi cette frénésie d'étudier l'Afayomi? Il faut aller à l'université. Il faut pas. Les yeshivas, c'est pas du tout une priorité. Il n'y a pas besoin de yeshivas. C'est un discours qu'on a entendu et qu'on entend encore. Or, c'est un discours qui est faux. Le rabbi s'est battu contre ça. Parce que c'est pas qu'on ne doit pas aller à l'université, c'est pas qu'on ne doit pas avoir un métier, c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est qu'il faut ce maintien du Klal Israël, et pour que le maintien du Klal Israël soit effectif, il faut qu'il y ait des yeshivot, il faut qu'on étudie dans ces yeshivot, il faut que tout le monde étudie. Il y a des gens qui vont être des bachouri yeshivot, des gens qui vont être au collège, ça c'est possible, mais il y a une idée qu'on va aussi tous étudier quelque part dans un Beth Midrash, qu'on apprenne quelque chose. Mais que tu étudies plus le rôle que le Kodesh ou Alors, un métier, tu ne peux pas faire et un cursus complet de yeshiva. Tu ne peux pas faire un cursus complet de yeshiva peut-être, mais tu dois avoir une yeshiva. Et tu dois étudier aussi dans une yeshiva. Tu dois avoir un seder. Voilà ce que font tes enfants par exemple. Ils étudient à l'université, mais ils ont un seder de Torah. C'est comme ça qu'il est plus faible que le... C'est pas une... Après, la question de quantité, elle doit varier au fur et à mesure des moments de la vie et des possibilités qu'on en a. Mais le principe de yeshiva, il doit être là. Et on ne peut pas dire que puisqu'on va à l'université, ça ne vaut pas le coup de construire une yeshiva. Ça ne vaut pas le coup qu'il y ait un Beth Midrash. Par exemple, ici, il n'y a pas besoin qu'il y ait une Beth Midrash. Non, pourquoi? Il faut qu'il y ait un Beth Midrash. Mais on n'a pas besoin. Ça y est, il y a assez de yeshivot en Israël. Les gens, s'ils veulent étudier, ils ont qu'à aller là-bas. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une yeshiva ici. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent étudier ici. Ils vont aller travailler. Ils vont aller à l'université. Mais il faut aussi qu'ils viennent étudier. Il faut qu'il y ait du niveau de Torah. Après, il dépend. Tout est une sheila après. Tout doit faire preuve d'une. C'est une question. C'est une vraie question qu'on. Alors. La question, elle est. Je m'excuse. Ouais, vas-y. La question, elle est, est-ce que c'est mieux de
d'aller travailler et étudier, faire un CEDER comme ça, peut-être moitié-moitié, ou je sais pas, ou que de étudier et vraiment vivre C'est dans, pour dans une certaine, pas la misère, mais bref, chaque personne, ça peut être relatif aussi la misère, donc je sais pas. Ouais. C'est vraiment... Alors, Je sais pas s'il y a une réponse à ça. normalement, hein, alors, il y a plusieurs drachim qui ont été donnés. Le derer chez les Sfaradim, en général, normalement. D'abord, Le il faut der- définir c'est quoi la parnassa. Le derer Tu chez... vois, Ok, on va parler de ça aussi. c'est être riche, savoir juste de quoi vivre et manger et dormir. Le derer le derer chez les Chassidim, c'est que normalement, on doit travailler et étudier. D'accord. On doit étudier et travailler. Travailler et étudier. Mais en tout cas, on doit faire les deux. Bon, quelqu'un se marie, c'est normal qu'il fasse peut-être 1 ou 2 ans de collège, c'est possible. Mais après, normalement, il doit avoir un travail. Donc, il faut trouver après, la formule. Chacun personnellement, pour ça dépend. Non, mais je sais par exemple, je voyais il y a quelques temps, j'ai parlé avec quelqu'un qui était au Mexique, qui disait que pratiquement tous les balais matim là-bas, ils travaillent toute la journée, mais ils rentrent, ils passent 1 heure, après ils vont passer 3 heures au collège, tout le monde. Comme ça, ils étudient. Les balais matim, comme ça, tout le monde. Non, au Mexique, au Mexico. On m'appelle aussi en France, il y avait beaucoup de gens qui faisaient un CEDER de limoud toute la matinée, et après l'après-midi, ils allaient travailler. Ils étudiaient à mi-temps. D'autres, ils ne peuvent pas étudier à mi-temps, alors ils vont étudier 1 heure le matin ou 1 heure le soir, mais il faut trouver un moment pour l'en. Après, la question, c'est il y a certaines chitotes qui ont prévalu, chez les Itaïm par exemple, on pousse beaucoup à étudier le plus possible, le plus longtemps possible, le plus d'années possible, quand on peut. C'est une chita qui existe aussi. Après, la question de la parnassa ou de la misère, c'est une question sérieuse. La parnassa, c'est quand tu as, c'est avoir un toit et manger et dormir. C'est ça ce qu'on appelle la parnassa. Akadosh Baruch Hu, il met farnès à ta colle, il donne normalement à chacun quoi vivre. Maintenant, après, on vit dans un monde où on aspire à un peu plus. Et on a plus de besoins. Et il y a beaucoup de choses et aussi beaucoup de motarotes. On a beaucoup, si on réfléchit à toutes les factures qu'on a, il y a aussi beaucoup de factures qui se rajoutent par rapport à beaucoup de choses qu'on s'est rajoutées. Mais on n'a pas dit que c'était non plus interdit. C'est pas, au contraire. On veut qu'Akadosh Baruch Hu donne une parnassa, shefa, revar. Revar, ça veut dire que ça déborde. C'est pas simplement le strict nécessaire, mais un peu plus que le strict nécessaire, voire plus, etc. Et plus on a, plus c'est fait normalement pour donner. C'est-à-dire que le fait que gagner plus, c'est considéré par les maîtres que c'est Hachem qui nous donne une responsabilité plus qu'une faveur. C'est une faveur aussi, mais une responsabilité pour qu'on s'occupe des autres. Parce qu'en fin de compte, profiter des choses c'était le Tanya d'aujourd'hui, profiter des choses de ce monde simplement pour en profiter, c'est déjà rentrer dans les forces du mal. dit le Balatania. Il explique, parce que, et on parle bien sûr dans ça, pour les choses qui sont permises, parce que pour les choses qui sont interdites, c'est interdit, c'est sûr que ça rentre dans le côté négatif. Mais dans les choses qui sont permises, quand c'est simplement pour le kiff et pour se faire plaisir et pour les ta'anoug olamazé, ça nous fait descendre vers les clipotes. Sauf que comme c'était quelque chose qui était dans le permis, si on fait tchouva, on peut aisément refaire monter tout ça avec une bonne kavana. D'accord ? Mais malgré tout, il n'y a aucune idée de s'enrichir pour kiffer, pour profiter, etc. Tu peux profiter et tu peux kiffer si c'est les Shem Shamaim, si c'est pour prendre des forces pour étudier la Torah, c'est pour des forces pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. S'il y a cette kavana-là, même si tu manges un gâteau ici, pourquoi tu manges un gâteau ? Si tu dois avoir cette kavana, que c'est pour servir Dieu. Si c'est simplement pour servir ton ventre, c'est quelque chose qui déjà te fait descendre dans le gashmim. Pas seulement dans le gashmim, qui te fait descendre dans les forces négatives. D'accord ? Ça va loin. Mais en fait, c'est pas si difficile.
Il suffit simplement qu'on arrive à s'habituer. Tu parles du Rabbi de Tesh, que lui voyait Hachem dans tout, il était tout le temps avec Hachem, ça c'est un tzaddik, il est tout le temps, tout ce qu'il fait, il fait rien que pour Hachem. Mais en fait pour nous aussi, on peut dire ça c'est une kavana, on prend des choses pour mieux étudier la Torah, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, ou pour être Bessimcha pour servir Hachem, parce qu'effectivement tu vas manger quelque chose qui te fait plaisir, après tu n'en as peut-être pas besoin. Mais si ça te met Bessimcha, et que cette Simcha c'est pour être au service d'Hachem, alors c'est une mitzvah ce que tu as fait de manger de ce gâteau. Ah, mais Rabbi, la ligne elle est fine. La ligne elle est fine. Il a créé le goût et le plaisir un petit peu d'eau pour servir Hachem. pour que justement on se nourrisse pour prendre des forces pour faire la Torah. Exactement. Que une relation intime avec une femme ait un certain plaisir pour qu'on le fasse, parce que sinon on n'aurait même pas envie de le faire. Donc à un moment donné, si ces choses-là n'étaient pas agréables, on les ferait même pas. Et donc on mourrait, on ne pourrait pas étudier la Torah, etc. Alors c'est pour ça que donc toute la ligne elle est fine. Mais on sait que toute la ligne. C'est pour ça que même étudier la Torah, il y a un plaisir. Mais, oui, Voilà. alors ça, mais ça c'est un peu différent. Ça On va aussi, expliquer. Non, c'est un peu différent. On va expliquer. Non, pour les fois ça veut, tu as de la gava, les gens qui Ouais, connaissent. mais le plaisir c'est un peu différent, le plaisir dans la Torah. C'est sûr qu'il y a des niveaux de limoud lishma qui sont plus élevés que d'autres. Par exemple, vraiment l'étude lishma, c'est Shem Tikkun Ashrina, c'est vraiment pour amener la lumière d'Hachem dans ce monde, etc. Mais c'est pas pour toi, hein, ça c'est vraiment les Shem Shamayim. Mais même si tu étudies parce que tu cherches la dvekout, parce que tu cherches un ta'anouk dans le limoud de Torah, ça ne s'appelle pas que c'est chez l'olishma, ça s'appelle que c'est déjà, hein, ça fait partie, il y a un inyan d'avoir du plaisir dans l'étude de la Torah, ça fait même partie de l'étude de la Torah. Mais maintenant, les plaisirs matériels, dans la Gashmiut, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que dans la Gashmiut, comme tu dis, la frontière, elle est fine, c'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle Klipat Noga, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut basculer du côté négatif ou du côté positif. Donc, et tout dépend de notre intention, tout dépend de la kavana qu'on va mettre. Rabbi Nachman lui-même, il a dit une phrase, il a dit, la ligne elle est fine, il a dit c'est Gesher Tsar Meod, c'est un pont très étroit. Un pont très étroit, ça veut dire que tu es sur une ligne fine, tu es sur une lame du rasoir. Effectivement, et c'est pas pour être parano ou angoissé qu'on a dit ça. Ils nous ont dit ça, les tzadikim, pour nous dire justement que, d'une certaine manière, la limite entre le bien et le mal, elle est très fine, et la Klipat Noga, elle est à la limite entre l'obscurité et la lumière. Et donc, soit tu fais basculer du côté de la lumière et tu ramènes le monde vers la lumière, soit tu bascules vers l'obscurité et tu ramènes le monde vers l'obscurité. Et c'est ça, l'homme il est entre les deux, il est entre le rouhani et le gashmi, entre le spirituel et le matériel, entre l'âme divine et l'âme animale. Entre nous, il y a toujours ce combat, il y a toujours cette opposition entre les deux choses. Et tout dépend de notre kavana, de notre intention, de qu'est-ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Et Sarah, il essaie de nous attraper par 10 000 pièges et nous faire tomber, soit par la tristesse, soit par l'orgueil, soit par tout ce que tu veux. Mais il va essayer de nous faire tomber par rapport à ça. Mais notre avoda, elle est là. Il faut savoir que c'est là, c'est que on peut faire les choses. On doit faire des efforts pour que ce soit les Shem Shamayim, pour que ce soit vers la Gdusha. C'est pour ça qu'on avait vu une fois toute l'idée de la mitzvah d'écrire Shema le matin et le soir du Limud Torah, que quelque part toute ta journée c'est une parenthèse dans ça. C'est-à-dire que même des fois quand tu vas travailler, si c'est pour faire souvenir à ta famille, faire un Shabbat Bessimcha et que tout se fasse Bessimcha pour Hachem. Absolument. Si tu as étudié le matin et le soir un petit peu, c'est que toute ta journée le reste c'était une parenthèse. Exactement. Tout ce travail. Exactement. Ce que dit le Rambam, c'est-à-dire tu es tout le temps en train d'étudier à toi. Et c'est ça, toute la semaine tu travailles. Tu pourrais te dire, oui, mais toute la semaine tu travailles. C'est pour Shabbat. Pour avoir un Shabbat, c'est pour faire Tzedaka. C'est pour éduquer nos enfants dans la Torah. Alors en fin de compte, quand tu fais ça, hein, tout ton travail, tu l'élèves. Parce que tu as cette kavana-là. C'est vrai que tu galères au travail, que tu es là, tu as des problèmes physiques, des problèmes des techniques, tu mets les mains dans la boue, etc. Mais, en fin de compte, tu as une kavana depuis le matin ou depuis le début de la semaine que tout ça, hein, c'est pour faire des mitzvot. C'est pour arriver à Shabbat, c'est pour faire des fêtes, c'est pour acheter des objets de mitzvah, c'est pour payer des tzedakot, c'est pour payer des écoles, des yeshivot, etc. Et c'est comme ça que finalement tu arrives à élever. Donc, le Rabbi nous ramène effectivement au-delà de l'Égypte, c'est ce qu'on a fait déjà en fait dans l'explication qu'on a déjà donnée dans la Sira depuis le début, c'est-à-dire de ramener des choses à notre niveau à nous. Et il le ramène à un niveau collectif ici. Les gens qui pensent que
qu'on n'a pas besoin, de fonder des yeshivot maintenant, c'est plus le Zman, on n'est plus dans ça. Alors c'est pas vrai. Parce que si Yaakov il a envoyé Yehuda pour faire une yeshiva, de faire des yeshivot, c'est que nous aussi on doit faire des yeshivot, c'est la même chose. Le point il est toujours là, il est éternel. Vav. ודבר ביחס להחזקת ישיבות. יש מי שטוען שאתה מצבו דחוק. Des fois, il y a des gens, quand il faut établir des yeshivot, ils disent mais je peux pas, c'est des temps difficiles. Dorek, Moab, Dorek Kis, c'est difficile pour l'esprit, je suis stressé. C'est Dorak au niveau du porte-monnaie, je suis stressé au niveau du financier. Vera Keshe, et Yachol, ישתה ויישן כל צורכו, כשיאכל וישתה ויישן כל צורכו, ויעבור לו כיסו, ייתן ישיבה. Et il dit, c'est seulement quand je vais bien manger, je vais bien dormir, je vais bien boire, je vais avoir un bon compte en banque, à ce moment-là, je pourrais aider les yeshivot. והבבצע מסירות נפש, וייתן את ילדיו לישיבה עד גיל 13 שנה. Et que là aussi, il pourra mettre ses enfants à l'école juive au moins, jusqu'à 13 ans, c'est déjà pas mal. Il faut faire la bar mitzvah, après c'est fini. D'accord? Non, l'Adam Zé, Yeshloma, il faut lui dire non. Mitzrayim eita galut kasha yoter. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles maintenant, mais c'est rien à côté de l'Égypte. Afilu teven mishelaem loaya libidé Israël. Même la paille, ils étaient obligés de la chercher. Toi, tu te plains que ça ne passe pas comme ça, et les fournisseurs, tout ça. Mais à l'époque, c'est même la paille, tu ne pouvais pas l'avoir. Ouais, il fallait la chercher. Veya leyem leshotet bemedina zara lechapes teven beshat she anokshim amdu beshot al rosh ve'al aketef. Et ils étaient obligés d'aller loin pour aller chercher cette paille, alors qu'ils avaient sur eux des contremaîtres qui étaient prêts à leur mettre sur la tête et sur leurs épaules. Le Ma'adzon, Teven Mishilaem, Loyalaem, Aval Yeshivot, Irziku. Ils n'avaient pas de paille pour leur travail. Ils ne savaient pas, mais Yeshivot, ils soutenaient. C'est-à-dire, ils étaient dans un cas de grande misère, mais ils étaient obligés ils ont tenu le concept des Yeshivot. C'est ça qu'il disait aussi le rabbi, non, Ouais. Je dois dire avant la skin, tu dis d'Adnotzar, aussi l'idée d'aller s'acheter un livre et de l'étudier de fond en comble, bien comme il faut, pas juste l'acheter et le poser, le laisser dans la bibliothèque. Et ouais. C'est ça le dit d'Adnotzar, c'est de ne pas gagner des livres pour les garder et dire... Bien sûr, c'est pas pour qu'ils soient poussiéreux, c'est pour qu'ils soient usés. Le jour de Etevet, si vous voyez des Bachoïm en train même de danser ou quoi, ils s'énervaient, il fallait qu'ils aillent étudier tout de suite. C'est un jour d'étude en fait. Begmara, hein, on arrive au Hotzaïm. La Gemara dans Vodazar, elle se pose une question. Elle demande qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est pire de travailler dans une rue où il y a des prostituées? Ou est-ce que c'est plus difficile de travailler dans une rue où il y a de la Vodazara? Et a priori, hein, elle va répondre que c'est Vodazara, effectivement. Mais a priori, on aurait pu croire que c'est le contraire. Parce que à Vodazara, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir des pierres, tu vas voir des bouts de bois qui sortent d'idoles. Ok. Toi, tu passes devant, qu'est-ce que tu t'en fous? Peu importe. Tu fais pas Vodazara. Maintenant, un endroit où il y a des choses que tu ne dois pas voir, comme par exemple des zonotes, des choses dénudées, etc., ça c'est beaucoup plus problématique. Parce que tu le veuilles ou non, tu vas regarder, tu vas voir. Alors pourquoi hein, la Gemara elle a tranché que c'est plus embêtant de travailler dans une rue où il y a des idoles que dans une rue où il y a des prostituées? Pourquoi? A priori, le regard c'est pire? Non. Alors, on explique en fait que il y a un rouard de Touma qui est établi par la Vodazara. Et ce rouard de Touma, hein, il est mashpia sur l'homme. C'est-à-dire quelque part,
tu respires un air, tu prends sur toi. Il y a une ambiance, il y a une influence qui vient et qui Chas v'Shalom, peut rentrer en nous. Comme c'est Avir Ha'echov, Bo Shurot Ada'an She'en Zmanam Matim Le'Yeshivot. Alors aujourd'hui, dans les rues, il y a aussi une hashpa qui vient du monde, si tu veux, qui est, comme on a parlé ici d'une rue avec la Vodazara, ben dans le monde aussi, il y a un rouard qui peut être mashpia sur nous, qui nous dit, c'est plus le temps d'étudier la Torah, c'est plus le moment, on n'est plus dans tout ça, on n'a pas le temps, qui va encore étudier une Gemara alors qu'on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère de Wikipédia, où tu peux apprendre surtout très rapidement. Qu'est-ce que tu vas apprendre des trucs en araméen dans un vieux livre, etc. C'est des termes il n'y a même pas de voyelles, il n'y a rien. C'est un truc que c'est. On imagine les vieilles. Vous savez, justement, tu parles avec les vieux, les vieilles époques où on voyait les enfants habillés en haillons autour d'une page de Gemara déchirée en train d'étudier. Mais maintenant, on n'est plus dans ça. Qu'est-ce qu'on va. On va étudier des vieilleries comme ça. C'est ça l'ère du temps aujourd'hui. Peut-être pas formulé comme ça, mais il y a un rouard où tu te dis, je sais pas, par exemple, tu vois des gamins, on essaie de leur apprendre la Gemara à l'école, et ils disent, ok, la Gemara c'est bien, mais pourquoi je vais m'asseoir une heure étudier un truc avec une vache qui est encore un taureau, alors que, regarde, il sort en 2 secondes, il sort son téléphone, il a accès à tout ce qui se passe dans le monde, et à toutes les connaissances de tout ce qu'il y a dans le truc, il n'y a aucun intérêt pour lui. Qu'est-ce qu'il va... C'est vieux, il veut savoir exactement la dernière invention technologique du dernier téléphone qui vient de sortir, ça intéresse beaucoup plus que savoir qu'une vache a entourné un coraux. Si tu le dis comme ça, c'est sûr. Un rouard dans le monde, il y a un esprit dans le monde qui vient nous dire qu'on n'a pas besoin d'étudier la Torah. D'accord ? Et qui nous influence sur ça. Comme dans cette histoire de la Gemara dans Avodah Zarah, tu sais, dans une rue, il y a de l'Avodah Zarah, quelque part cette influence. Alors... il y a aussi des élèves dans les yeshivot ou des élèves ou des jeunes qui, c'est le problème qu'on a soulevé tout à l'heure, qui se disent écoute, il faut qu'on ait une parnassa. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on étudie la Torah? Il faut d'abord, c'est pas le moment d'étudier la Torah. J'étudie la Torah quand je vois une parnassa. Mais pour l'instant, je peux pas étudier normalement tant que j'ai pas établi mon métier, que j'ai pas une certaine tranquillité dans l'esprit. Je peux pas étudier la Torah. Alors je me dis comment je vais avoir ma parnassa, c'est impossible. Comment je vais faire grandir mes enfants, comment je vais pouvoir les éduquer si j'ai pas d'argent, etc. Comment je vais pas après, comment moi je vais me marier ou comment après je vais les marier, etc. Donc on a besoin. Je comprends pas. Ouais. C'est quoi la question qui se pose là? Vraiment, tu n'es pas capable de prendre une heure dans ta journée ou c'est la question du tout ou rien? C'est-à-dire, est-ce que je lâche tout et je fais ça? Parce qu'a priori, la personne qui va se dire qu'il est quelqu'un d'honnête, il ne va pas se dire qu'il n'a pas une demi-heure ou 45 minutes qu'il perd dans sa journée. Que ce soit dans sa douche, sur son téléphone ou dans l'autobus. Et tout le monde. 2 ou 3 heures, tu peux mettre. C'est pour ça que j'ai dit ça pour ne pas exagérer, mais tout le monde est capable de faire ça. C'est-à-dire, on dirait que la question qu'il est en train de poser, c'est quelqu'un qui se pose la question comment je vais faire pour faire nourrir ma famille, tout ça, c'est ou tout ou rien. Est-ce que je fais complètement ça ou complètement ça? Yesh Kaile, il y a une manière de penser qui est parnousso. Parnousso. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est-à-dire, il sort dans la rue, Vechoshev, à la Tachlit, Shel Parnassa. Tassé Kesef. La saute Kesef. Il y a des jeunes qui rentrent dans cette clipa-là. Qui sont dans cette clipa, hein, dans cette chose-là, où, ok, j'étais à l'école, tu m'as bassiné quelques heures d'études dans la journée. Avant l'Archav, c'est pas le moment. Il faut que je fasse de l'argent, et il faut que je me mette à 100% dedans. D'accord? Ça, c'est quelque chose que tu entends très fréquemment. C'est quelque chose qui est dans le rouard du monde, et qui touche la jeunesse. Et c'est faux, évidemment. On a compris que c'était faux. Comme tu dis, c'est pas vrai. Tu peux réussir dans la parnassa tout en gardant un temps pour l'étude, et au contraire même, la ouvda, et que ça t'apporte la bracha. Mais il y a des cas plus... Rabban Manon, il me racontait qu'au Maroc, il étudiait avec des commerçants juifs marocains, et il allait derrière le comptoir. Ça,
Quand il avait fait la journée, il Ouais. fermait. Alors, C'est et il a dit il étudiait avec un gars à route de Medjouna qui vendait des tissus. Au début, jusqu'à midi, il lui fallait pour la parnassa. À la fin, tellement qu'il étudiait, à 10h30, il baissait le rideau et ils étudiaient la Gemara. C'est Il ça, m'a dit, il y c'est- avait plusieurs comme ça. Là, c'est bien quand tu es commerçant. Et si un gars il est comptable ou employé, avocat dans une compagnie, Chez moi, j'avais un ami quand j'étais à Yeshiva. comptable, comment tu travailles J'avais- chez quelqu'un? J'avais un ami à Yeshiva, quand j'étais à Yeshiva. Il travaillait à la banque. Et il avait un salaire qui n'était pas trop mauvais. Il travaillait en tant que banquier. Mais il avait obtenu finalement de travailler à mi-temps. C'est-à-dire qu'il travaillait, je sais pas, 5-6 heures dans l'après-midi. Et le matin, il restait jusqu'à 1 heure à la Yeshiva. Et il avait grandi. Et non seulement il faisait ça, mais il donnait des shiurim. Il donnait un shiur de Gemara. Il y avait les gens qui faisaient Gemara. Et parmi les maguis des shiurim, lui, il te donnait un magui de shiur. Mais il travaillait tous les après-midi. Il donnait des shiur. Il devenait un très grand homme comme ça. Et il était à la banque, il était employé. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus faciles que d'autres pour arriver à ça. Aujourd'hui, c'est dur si tu emploies être banque Mais à mi-temps. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas si sûr. Il y a peut-être des. C'est peut-être que lui pouvait le faire, peut-être quelqu'un pourrait pas le faire. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse absolue de dire c'est impossible. Mais ce qu'on est en train d'enlever ici, c'est cette idée de dire, c'est de comprendre comment on peut être influencé, comment la jeunesse peut être influencée par une forme d'application, une forme de pensée où on se dit c'est pas possible d'étudier, on peut pas. On peut pas parce que si t'es pas complètement dans ce que tu fais, si t'es pas à 100% dans ton travail, si tu performes pas au maximum, tu pourras pas percer, tu vas pas arriver. Ça veut dire même si tu fais cet effort, ben prends ça et mets-le encore dans le travail. Alors, le rouard, il est que on peut pas étudier. Il Il prend ces faut 2 savoir heures et comment travaille partager l'énergie où on la met, c'est mais ça? c'est sûr. plus. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a dans l'air du temps, c'était pas seulement, peut-être pas maintenant, c'est peut-être tous les temps il y a eu ça, mais il y a une concept, il y a quelque chose qui nous influence, particulièrement dans le monde occidental aujourd'hui, beaucoup plus qu'au Maroc, comme tu disais, avec les anciens. Il y a quelque chose qui nous influence fortement, où il faut être 100% dans ce que tu fais pour pouvoir percer. C'est ça la qui Ça, c'est un faux concept, c'est pas vrai ça. Mais c'est dans l'esprit du temps, tu Ouais. vois. Et ça nous influence. Ouais. Et ça peut emporter des gens, des jeunes. C'est un faux concept qui est vrai, que tout le monde pratique. Ouais, mais c'est très mauvais. C'est une façon qu'on voit les choses, Ouais, mais qui est faux. Après, tu n'étudies pas, on n'étudie pas tous. Donc, On il te- voit tous les... Toute la journée, on peut pas, non, mais c'est ça, évidemment. non, mais lui, Non, te mais- dit, tu non, peux moi- faire moitié. Non, ça peut aller jusqu'à moitié, mais ça peut être Honnêtement, 1 tu heure. C'est la qu'à moitié. Honnêtement, Oui, mais on le tu peux. fait pas. C'est- On le fait pas. Mais si c'est pas parce que parce qu'on est peut-être parce qu'on est pris parce qu'on est peut-être pris dans ce rouage. Mais peut-être pas mi-temps, mais 1 heure, une demi-heure. C'est ça, Tu vois ce que je veux Le dire. problème, c'est Ouais. pas le temps, c'est le rouard. Parce C'est que pas la quantité. quelqu'un- ouais, Il a raison, il a raison. comme ce monsieur-là, C'est le ce roi. monsieur on parlait de ça il y a Je une n'ai pas demi-heure. dit qu'il faut étudier la moitié du Ce temps. Je Gabriel. t'ai donné un exemple. Ce Gabriel Bouzbib. Il y a des gens qui comprennent que je peux dormir un peu plus tôt et me lever à 4h du matin, 5h tous les jours et ça va pas me tuer. Les gens, ils étudient de 5h à 7h, ils prient de 7 à 8 et après ils font toute une journée de travail. Mais c'est le rouard. Il y en a qui vont te dire si je peux me lever 2 heures plus tôt, ah bah, je peux travailler 2 heures de plus. Je peux investir 2 heures plus. C'est pas même juste au niveau des capacités. Non, C'est si j'ai un peu de temps libre, tant qu'à faire Mais plus. aussi, il y a autre chose, quand tu faisais roi, je pensais que je parlais à autre chose. Notre moire, on va dire, plutôt que roi, c'est dur à un moment donné de cloisonner, parce que tu es là, tu étudies, et tu penses à tes affaires, donc tu étudies mal. Ou tu penses à tes affaires, tu penses à une Gemara, tu es plus dans tes affaires. Alors, Mais ça, c'est même dans n'importe quelle activité. Il faut que tu sois c'est capable. dur. Une fois, on a demandé au rabbi comment il arrivait à faire tellement de choses, tout ce qu'il faisait dans la journée. Il dit, qu'est-ce qu'on est en fait. Nous, dans une semaine, on n'a pas fait 5 minutes d'une journée du rabbi. Tellement il répondait à des dizaines de lettres, il s'occupait de ça, il faisait ça, il donnait des cours, etc. C'était sans arrêt, 10 000 activités, 10 000 dossiers, 10 000 choses. Comment tu peux aller prier? Il disait, le rabbi, la clé qu'il avait, c'est que quand il faisait une chose, il était dans la chose. Ça, c'est difficile, c'est une question de concentration. Ça aussi, ça fait partie du problème d'aujourd'hui, où tout le monde est plus ou moins ADD, on est complètement... on passe d'une idée à l'autre, on se déconcentre sans arrêt. Je ne suis pas très d'accord avec ça, parce qu'il y a plein de gens qu'on côtoie, qu'on connaît, que c'est vrai que peut-être au niveau de l'étude,
ils ont cette difficulté à cause de ce roi de mettre 1 heure, 2 heures. Mais quand ils prient le matin, ils prient le matin. Quand ils font une kha, ils font une kha. Mais oui. C'est juste, peut-être au niveau de l'étude que c'est plus dur. c'est- Parce que c'est pas Il y a seulement. il y a un Yetzara particulier au niveau de l'étude. C'est ça ce que je veux dire. Pourtant, il y a un Yetzara au niveau de la tefila. Les gens qui arrivent à étudier mais qui n'arrivent Tu pas à les prier. vois prier, mais tu sais pas les pensées qu'ils ont pendant la En prière. plus, tu vois, on Quand est pas- quelqu'un étudie, tu vas l'accrocher, il est étourdi, tu dis, ah, réponds là, tu vois. Je comprends. Et quand il prie, le mec il peut planer, et toi tu crois qu'il est concentré. Non, à mais je ça. veux dire, il y en a que leur accroche au bon Dieu, au spirituel, à la Torah, c'est par la prière. Même si c'est des businessmen, ils vont prier tous les matins à 6 heures, mais quand ils prient, tu vois, ils sont dans leur zone, et après, dans le reste de la journée, tu lui dis, donne-moi 5 minutes, tu dis, regarde, je peux pas. C'est très très dur de prier, Ouais. prier C'est- bien, c'est- mais. Cette semaine, j'ai pris tu sais où je prie, et il y avait des gars, mais là-bas, comme ça et tout ça, ils finissaient la prière, ils faisaient le Kaddish sans faire le Halep. Tu vas me dire qu'ils ne savent pas, mais ils devaient être ailleurs. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, et pourtant tu vas prier, et à un moment donné, l'erreur, elle est humaine. Même ceux qui prient, c'est des balles téphilotes là, qui ne font jamais d'erreur, c'est très, très, très rare. Mais il y en a des fois, ils sont pris une pensée, paf. Et toute la synagogue, non. Et le gars, alors que le gars, c'est des balaises, tu vois, c'est des gars qui ont la barbe là, il était juste étourdi. C'est pas qu'il sait pas qu'il faut pas faire le halal, C'est pas rêvé. tu vois. C'est vrai qu'on soit tout concentré. C'est vrai qu'on soit concentré une seconde. déjà. C'est dur, on est tous. Oui, mais ça existe même au travail. Des fois, La force du rabbi. tu signes un mauvais chèque, tu fais un mauvais. Voilà, mais oui, parce mais, qu'il y a ailleurs. oui, mais en Il général. pense à sa secrétaire, Oui, l'autre il pense mais à. en général, tu es vois. là. Mais ce fait d'être ailleurs et d'arriver à tuer ce Yetzirara, c'est ça qui peut t'amener vers la citroën. D'accord. Le rabbi, c'est ça qui disait. Quand il prie, il priait. Quand il étudiait, il étudiait. Alors, même ceux qui font rien faire les bélachot. Des fois, tu vas oublier. Toi, tu vois. En tout cas, on va se renforcer, Bezat Hashem, dans le limoud à Torah, hein. Dans l'étude de la Torah. Voilà, c'est Non, mais c'est un bon cours, ça. Surtout pour les jeunes. Là. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam Ouais, c'est Adonai. déjà- Ah, pourquoi il n'y a pas. Tout le monde. Non, oui, mais